Conakry, le 22 mai 2019. Mesdames, Messieurs, merci de l'attention et bienvenue dans cette édition dont voici le sommaire. La Guinée renoue avec la croissance dans le milieu financier et politique. Les débats tournent autour de ce concept économique qui rime avec la richesse. Mais comment est-elle évaluée? La réponse dans ce journal. Dans la savane, le ministre des Travaux publics, Moustapha Naïté, se dit satisfait du niveau d'exécution des travaux de la route Kankamadiana. L'entreprise Guiter SA promet de poursuivre les travaux même en période des grandes pluies. Mois de pénitence et d'abstinence, le ramadan se poursuit. Ce soir, notre rédaction s'intéresse à la répartition des charges familiales. Qui fait quoi pour la bonne gestion du foyer? Les éléments de réponse avec Fatima Toudiana. Mesdames et messieurs, bonsoir. Audience au palais Sékou-Touré. Le président de la République, professeur Alpha Condé, a reçu ce mercredi en audience un groupe d'investisseurs chinois. Il était accompagné par l'ambassadeur de Chine en Guinée. Ces investisseurs veulent s'impliquer dans le développement agricole de notre pays. Le résumé de cette audience avec Abdul Karim Condé. L'ambassadeur de la République populaire de Chine était à la tête d'une forte équipe composée d'investisseurs chinois engagé à développer l'agriculture sur toute l'étendue du territoire national. Pendant l'audience, le chef de l'État a rassuré les partenaires chinois de la disponibilité de son gouvernement à les accompagner dans l'accomplissement de leur mission. Avec le président de la République, nous avons largement débattu des sujets d'investissement jugés possibles à réaliser sur le terrain et sur l'ensemble du territoire guinéen, et notamment avec les investisseurs chinois, comme vous voyez devant l'écran. Il s'agit des banquiers, c'est-à-dire des administrateurs généraux, des banques privées et des banques d'investissement. Donc alors, avec les efforts du président de la République, puisqu'il m'a chargé de travailler pour la recherche des capitaux nécessaires afin de relancer le développement agricole sur le territoire guinéen. Et avec plus de 3 ans d'efforts, finalement, j'ai réussi à faire emmener ces investisseurs chinois. Et tant que le soutien, la politique, les politiques concernées jugés favorables en ces investissements, alors ces investisseurs pourraient débloquer tout de suite leurs capitaux afin de lancer sur une grande envergure des projets agricoles. D'abord, bien sûr, en même temps, il y a des zones industrielles et des ateliers de traitement pour ces produits agricoles. Ces investisseurs chinois étaient satisfaits de l'engagement et de la disponibilité du président de la République, professeur Alpha Condé, pour le développement de l'agriculture, le levier de développement de notre pays. Des investissements pour doper la croissance. Dans le milieu financier et politique, les Guinéens s'interrogent aujourd'hui sur les concepts de croissance et PIB, produit intérieur brut, des techniques reconnues pour évaluer le niveau de vie et de développement du pays. Au-delà des chiffres qui reflètent l'état de la croissance, quels sont les éléments constitutifs et comment la croissance est-elle évaluée? Boubacar Ba nous aide à comprendre. Regarde. Depuis un certain temps, nombreux sont les économistes, hommes politiques, chercheurs, cadres de la société civile et du secteur privé qui focalisent leurs discours et analyses économiques sur des concepts peu connus du public. La croissance, le produit intérieur brut communément appelé PIB. Des concepts tels des instruments de mesure ou d'évaluation des progrès réalisés dans le pays pour l'année budgétaire. De quoi s'agit-il exactement? Le taux de croissance économique d'un pays est l'augmentation annuelle de la richesse nationale. En termes techniques, on appelle ça l'augmentation annuelle du produit intérieur brut. Si la croissance est un indicateur de performance, comment peut-on l'évaluer en termes de revenus réels? Pour répondre à cette préoccupation, l'Institut national de la statistique au département du plan, seule habilité à déterminer le taux de croissance réel, nous a conduit respectivement à Dubreka et Koya, où nous avons pu observer le travail méticuleux mais très structuré des cadres chargés de l'enquête harmonisée sur les conditions de vie des ménages dans les districts de Digiling, Kampama, Fondeng,
Longoril, situé entre 3 et 6 km de Tondon, une sous-préfecture de Dubreka, et à Manea d'Ankoya. À travers un questionnaire sur les préoccupations de ces localités, des données réelles ont été recueillies sur les revenus des familles et districts. Cette opération, étendue dans tout le territoire national, devrait permettre de recueillir les réalités du pays dans le cadre de l'éducation, la santé, les infrastructures, l'emploi, le logement, les actifs des ménages, revenus et dépenses, pour ne citer que cela. Nous le faisons avec 10 autres pays de l'Afrique avec la même approche méthodologique et pendant les mêmes périodes. Nous avons déjà fait les 3 premiers mois et puis c'est les 3 derniers mois maintenant que nous sommes en train de faire sur le terrain. Au jour d'aujourd'hui, les agents enquêteurs ont fait 45 jours sur le terrain pour la collecte des données. Comment ça se fait? Cette enquête se passe auprès des ménages. Nous avons un échantillon de 8200 ménages que nous avons tirés sur toute l'étendue du territoire, tant en milieu urbain que rural. Une étude qui, après une évaluation d'ensemble fin décembre prochain, devrait permettre de connaître le taux de croissance pour 2019 et le PIB réel du pays. Donc, si nous voulons calculer la variation entre le PIB de l'année 2018 et le PIB de l'année 2017, nous prenons le PIB de l'année 2018, nous le rapportons au PIB de l'année 2017, moins 1 fois 100. Et ça, vous avez la variation. Et cette variation peut être une récession ou une expansion. Tout dépend de la politique ou des politiques que l'État mène. S'il y a croissance, c'est parce que j'ai favorisé l'installation du secteur privé. Ou bien c'est parce que je me suis substitué au secteur privé par endroit. Ou bien j'ai créé les conditions pour permettre aux ménages de mener à bien leur activité. En attendant, notre taux de croissance se situe autour de 6% en moyenne sur les 3 dernières années. Il avait atteint les 10,8% en 2016 et 10% en 2017. Signalons qu'au regard des réformes engagées et en cours d'exécution dans les secteurs de l'agro-industrie et des collectivités locales, avec l'allocation des 15% des recettes minières, soit 60 millions de dollars en faveur des 342 communes du pays, logées à l'Agence nationale de financement des collectivités en Afrique, le tout associé au concours financier dans le même cadre de la BAD pour 40 millions de dollars et l'Agence française de développement pour 10 millions d'euros, on peut dire que l'économie guinéenne se porte mieux. L'économie guinéenne se porte mieux. Merci Boubacar Ba. Gestion des finances publiques. La Guinée, l'Union européenne et l'Expertise France ont tenu ce matin la première réunion du comité de pilotage de projet d'appui au corps de contrôle et à l'administration fiscale PACAF. Financé à hauteur de 3 millions d'euros, ce projet accompagne l'État guinéen dans la mobilisation des ressources internes à travers les régies financières. Au terme de cette revue, à mi-parcours, les différentes parties ont salué les progrès enregistrés. Mamadi Ternakamisoko. C'est la toute première réunion du comité de pilotage du projet d'appui au corps de contrôle et à l'administration fiscale. Un projet qui accompagne le gouvernement guinéen dans la mobilisation des ressources internes pour faire face aux dépenses publiques. Cette revue à mi-parcours qui a statué sur les actions réalisées et les perspectives du PACAF a été concluante. Les réformes ont surtout touché les impôts et les acteurs du contrôle comme les inspections des finances. Pour nous, c'est très important d'appuyer cette réforme, surtout dans 2 aspects. Une, c'est la génération de ressources internes qui veut certainement appuyer l'État dans pour avoir suffisamment de ressources qui sont après disponibles pour tous les services sociaux pour la société. Et l'autre aspect qui est très important pour nous, c'est tout ce qui concerne la transparence budgétaire. Pour ça, on appuie des grandes institutions comme le Cour des comptes, l'inspection générale de l'État, pour qu'ils puissent réellement travailler et contrôler la bonne gestion des finances publiques. Outre la maîtrise de l'assiette fiscale, le PACAF œuvre également en faveur de la transparence budgétaire. La création du NIFP aux impôts est citée en exemple. Les ministres économiques du pays saluent les performances enregistrées. Nous sommes en phase avec nos partenaires de l'Expertise France, de tous les appuis qui ont eu lieu, à commencer par le NIFP jusqu'à le nouvel organigramme de la Direction nationale des impôts,
en passant par l'évaluation des dépenses fiscales. Financé à hauteur de 3 millions d'euros par l'Union européenne et Expertise France, le projet d'appui au corps de contrôle et à l'administration fiscale est porté vers la moralisation des finances publiques en Guinée. En ce jour de travail à Bruxelles, la ministre de la Coopération internationale et de l'intégration africaine a eu des entretiens avec le directeur général adjoint du développement de la coopération au niveau de la Commission européenne. La rencontre a porté sur les différents programmes de coopération avec la Guinée. Mohamed Souma, Maferin Camara depuis Bruxelles. L'institution européenne et la Guinée entretiennent un dialogue formel et politique avec pour objectif d'échanger des informations, d'encourager la compréhension mutuelle ainsi que de faciliter la définition des priorités et des principes. Un partenariat qui nécessite aussi des rencontres périodiques. Nous avons parlé de notre coopération, de notre partenariat bilatéral entre l'Union européenne et la Guinée. Un partenariat qui fonctionne très très bien. Nous sommes très satisfaits de la coopération et des résultats que ça génère. Par exemple dans des domaines comme les énergies renouvelables, l'assainissement urbain ou le transport. Toutefois, si l'Union européenne se réjouit des réformes engagées par la Guinée, son accompagnement continu répond à une certaine exigence liée au principe de bonne gouvernance. En tant que ministre de la Coopération, de discuter des négociations actuelles de l'accord de Georgetown pour les nouveaux accords à venir en 2020. Par ailleurs, nous avons abordé aussi les questions d'énergie renouvelable et le leadership de son Excellence le Président Alpha Condé et de tout l'intérêt de cela pour le développement non seulement de la Guinée mais du continent tout entier. Les deux parties s'engagent à consolider cette coopération en préservant les acquis de Cotonou et en fixant de nouvelles orientations dans le cadre de relations futures ACP-Union européenne post-2020. À Conakry, le Premier ministre en chef du gouvernement a visité ce mercredi le bateau Merci Ship, un bateau hôpital qui offre gratuitement ses services aux malades. À Guinée, plus de 2000 patients ont bénéficié de traitement. Le séjour de ce bateau hôpital a été possible grâce au chef de l'État, professeur Alpha Condé. Après 10 mois de services rendus en Guinée, Merci Ship quittera bientôt notre pays pour le Sénégal. Le reportage est signé de Adi Kamara. Merci Ship, appelé en français navire de l'espoir, le plus grand navire hôpital du monde. À son bord, des chirurgiens, des infirmiers, des dentistes, des formateurs et d'autres spécialistes, tous offrent gratuitement leurs services aux malades démunis. Ce matin, le Premier ministre chef du gouvernement a tenu à rendre visite au personnel soignant et aux malades admis à ce navire hôpital. Ici, Dr Ibrahima Kassouri Fofana a visité successivement la chirurgie maxillofaciale, le service des fistules obstétricales, la chirurgie orthopédique pédiatrique et la chirurgie ophtalmologique, des interventions qui se font avec l'aide des médecins guinéens. J'ai fait ma formation en Europe et par conséquent, quand on revient, il y a plusieurs aspects africains qu'on ne maîtrise pas. Avec Merci Ship, on a pu gérer notamment les tumeurs volumineuses qu'on ne retrouve pas en Europe. Pour cette année, plusieurs patients ont été opérés, mais aussi un autre aspect qui est important, c'est la formation qu'ils ont apportée à nos jeunes du service et à d'autres spécialités, notamment en chirurgie, la chirurgie générale, l'ophtalmologie et d'autres spécialités. Mais notre impact de Merci Ship sera le fait d'avoir mis en place un centre, la clinique dentaire au sein du département de haut niveau qui permettra non seulement de former les étudiants, donc améliorer la compétence des étudiants, les enseignants viendront travailler dans de meilleures conditions pour la formation continue, mais aussi la population bénéficiera d'une prise en charge correcte avec du matériel de haut niveau. En 10 mois de service médical en Guinée, Merci Ship est parvenu à traiter 2184 patients venus des 4 régions naturelles du pays. À ce niveau, cette ONG humanitaire, en collaboration avec le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, a retenu un certain nombre de sites d'accueil des malades et les acheminer vers Conakry pour une prise en charge totale. Un geste qui rassure et émerveille le Premier ministre Dr Ibrahima Kassouri Fofana. Merci Ship a comblé les espoirs des Guinéens. Beaucoup de patients ont retrouvé la santé. Beaucoup de patients ont retrouvé l'espoir de vivre. Des opérations d'une extrême acuité ont été menées. Il faut aller dans les salles pour voir des gens complètement défigurés qui reviennent à la vie parce que les traces de ces déformations
les excluait de la société. Merci Chip a fait un travail excellent. Je souhaite dire au nom du peuple de Guinée, du gouvernement de la République, du président de la République, merci et grand merci. Merci Chip assure le renforcement des capacités locales et intègre le développement des projets agricoles en vue d'améliorer l'alimentation des malades. La santé est en tout. La santé d'ailleurs, même au temps de Hippocrate qui est le père de la médecine, il avait beaucoup plus parlé de l'alimentation comme le premier médicament. Donc l'alimentation est une composante importante dans la santé, surtout dans le domaine de la chirurgie, parce que quand on a été opéré, il faut avoir une alimentation saine comme on dit. C'est pour cela que Merci Chip a développé un programme spécial qui s'appelle Nutrition pour la santé, Nutrition pour la vie. C'est-à-dire que nous essayons de faire en sorte que la santé puisse bénéficier de la bonne nutrition parce que les éléments nutritifs concourent énormément à la bonne santé, mais aussi dans la guérison, on a besoin d'être bien nourri, pas trop, pas peu, mais juste ce qu'il faut avec des nutritions qu'il faut pour accélérer la nutrition, surtout après la chirurgie. C'est en Guinée que Merci Chip a procédé à la 5000e opération chirurgicale à bord d'un des navires de l'ONG. C'est avec une fille de 7 mois. Elle souffrait d'une fente labiale incapacitante. Dès le 31 mai, les activités du Merci Chip vont prendre fin en Guinée. Et le grand navire hôpital civil du monde reprendra la mer le 10 juin, direction Dakar et République du Sénégal pour l'année prochaine. Dans la savane guinéenne, la construction de la route Kankan-Madiana avance à grands pas, exécutée par l'entreprise Guiter SA. Les travaux vont durer 30 mois. L'entreprise promet de poursuivre les travaux et maintenir la circulation même en période de grande pluie. Le ministre des Travaux publics, Moustapha Naïté, se dit satisfait du niveau d'avancement du chantier. Magafo de Touré fait le point. Nous sommes à Kankan, direction Mandiana. Les premiers kilomètres du tronçon annoncent les couleurs du travail et l'engagement de l'entreprise Guiter à mettre fin au calvaire des usagers de cette route. Avant le lancement des travaux, la route Kankan-Mandiana a connu beaucoup de perturbations ces derniers temps et souvent coupée du reste du pays. Pour le moment, du point de vue qualité, nous n'avons pas de reproches à faire à l'entreprise, dans la mesure où elle est en train d'effectuer tous les contrôles internes qu'elle soumet à la mission de contrôle. Et nous, chaque fois qu'on a une demande de réception, il faudrait qu'elle soit accompagnée des fiches de contrôle interne de l'entreprise. Et ça, l'entreprise s'acquitte absolument de cette tâche. Et ça, c'est conformément au cahier de prescriptions techniques. Même en période de grande pluie, l'entreprise promet de maintenir la circulation entre Kankan et Mandiana. Au-delà de cette route, la volonté du gouvernement, selon le ministre des TP, est de bitumer toutes les routes du pays, surtout celles qui relient les préfectures les unes des autres. Les préoccupations du chef de l'État, professeur Alpha Condé, c'est de faire en sorte que les routes nationales qui mènent des préfectures, des centres urbains comme Kankan, aux grandes préfectures telles que Mandiana et Kirouané, que ces routes nationales soient totalement bitumées. Par ailleurs, la réalisation de la route Kankan-Kissidougou est maintenant confiée à Guiter. Les premiers kilomètres de bitume sont déjà posés. En attendant la fin des travaux, le département des travaux publics se réjouit de la qualité des infrastructures. Dans l'actualité encore, environnement à présent, avec la création très prochaine du parc moyen Bafing, la commission interministérielle en charge de l'étude de faisabilité s'est retrouvée mardi pour faire le point des travaux. Une avancée considérable est enregistrée dans le processus de création de ce nouveau parc. Mamadou Saliouba. Le Moyen Bafing, dans le nord du pays, abrite la plus grande population de chimpanzés du continent, selon les spécialistes. Dans la zone vivent aussi d'autres espèces animales et végétales. Pour préserver cette diversité biologique, une commission interministérielle, en collaboration avec les partenaires, travaille depuis 2017 à la création du parc du Moyen Bafing. On a donc un projet unique au monde où on a un parc national qui va être créé grâce à des financements de compagnies minières privées. Et on est en train de mettre en place donc des activités environnementales, des activités avec les communautés locales et toutes les structures pour pouvoir avoir une unité de gestion du parc national autonome
et qui suivent les règles internationales de conservation. Le parc du Moyen Bafing, nous avons 3 niveaux de conservation différents. Une zone intégralement protégée, une zone de développement, une zone de gestion des ressources naturelles. Outre la diversité biologique, il y a aussi des réserves de bauxite et le projet de construction du barrage hydroélectrique de Kukutamba dans le Moyen Bafing. C'est pourquoi le département ministériel concerné s'engage à mettre en place des mesures favorables à la création du parc, mais aussi à la valorisation des autres richesses de la zone. Les différents spécialistes des différents départements ministériels et même de la société civile se sont retrouvés ici pour discuter de la question. Chacun tient à son intérêt, mais c'est de bonne guerre parce que toutes les parties recherchent, se battent justement pour préserver l'intérêt des populations guinéennes. Il est question d'évaluer du côté des mines qu'est-ce qui est fait et qu'est-ce qui est faisable à des limites raisonnables. Si il est établi après une étude de faisabilité, une étude d'impact environnemental que les mines peuvent être exploitées sans entraver en tout cas la survie de cette biodiversité et la construction du barrage, on optera pour la partie. Mais si c'est le contraire, je pense qu'on va privilégier l'intérêt qui prédomine sur les deux autres éléments. Une commission technique mixte issue des ministères de l'Environnement, des Mines et de l'Énergie est attendue dans les prochains jours dans le Moyen Bafing pour la délimitation du parc. D'ici à 2025, la Guinée compte ériger 25% de son territoire en aire protégée. À Ratoma, les membres du Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance étaient en conclave. Objectif à trouver des voies et moyens pour lutter efficacement contre l'insécurité. C'est le premier élément des nouvelles nationales traitées sous forme de télégramme en image avec Alpha Isiagaba. Après l'installation des exécutifs communaux, l'heure est au renforcement des capacités des élus et autres responsables des collectivités locales. À la baie par exemple, plus de 100 élus sont formés sur les questions des renforcements des capacités en vue d'une meilleure utilisation des fonds attendus dans l'intérêt des communautés. À la baie, pour deux thématiques, à savoir, n'est-ce pas, le fonctionnement des collectivités et essayer d'expliquer le contenu, n'est-ce pas, du code de collectivité révisé. Et j'espère que quand les deux modules sont maîtrisés par nos nouveaux élus, les montants que l'État va mettre à leur disposition, je pense que ces montants seront bien utilisés à bon escient. Parce que c'est bien dit que c'est 2000 milliards qui sera donné, n'est-ce pas, aux nouveaux élus. Mais il faut chercher à leur donner d'abord le ABCD de l'administration locale pour les permettre, n'est-ce pas, d'utiliser ce montant. Sans ça, c'est une peine perdue. Ils sont tous membres du Conseil local de sécurité de la commune de Ratoma. Au centre de leur rencontre, la sécurité dans leur sphère géopolitique. Une rencontre de 3 jours pour outiller ces 22 conseillers communaux en technique de lutte contre l'insécurité urbaine. Les CLSPD, comme je le disais tantôt, sont des organes de concertation au niveau de chaque commune pour qu'il y ait un organe qui représente toutes les couches sociales de la commune et qui désormais vont discuter avec le service de sécurité, notamment la police nationale, pour que les dispositifs de sécurité soient pris en vue de juguler l'insécurité. Des chaises aux sureurs des chaussures de Kalouma. C'est une action de la brasserie locale de Guinée en partenariat avec la commune de Kalouma. Ce don s'inscrit dans le cadre de sa politique d'embellissement de la ville. L'objectif est de faire la promotion des sureurs de chaussures. Vu que Kaloum, le centre des affaires, donc on a dit pourquoi pas faire un partenaire avec la mairie de Kaloum, de sorte à ce que dans leur vision donc d'embellissement de la ville, de créer des conditions meilleures pour la coopération des cireurs, on puisse donc aider cette coopération à travers dans des conditions plus décentes d'une part, et d'autre part leur permettre également, en plus de leurs revenus issus de l'activité du cirage, faire en sorte qu'ils puissent avoir des revenus additionnels, d'où le fait qu'en plus de l'achat cireur qu'on leur livre, on met à disposition de chaque cireur, chaque bénéficiaire 10 packs de boissons qui couvrent l'ensemble de nos gammes.
Repartition des charges familiales en ce mois saint de Ramadan. Notre rédaction s'intéresse au sujet qui fait quoi pour la bonne gestion du foyer, comment les tâches sont reparties entre la femme et son époux. Les avis sont partagés. Suivez le reportage de Fatima Touyalo et Tabassila. Pendant ce mois de Ramadan, on s'abstient de boire et de manger dans la pénitence et des prières en plus. Mais pour les ménages, cette période spéciale correspond à une augmentation des charges. Au niveau de la cuisine, par exemple, ce sont les femmes qui sont en première ligne dans l'exécution des tâches. Mais dans certains foyers, il y a bien des hommes qui viennent en aide à leurs femmes. Une façon pour eux de partager judicieusement les charges de travail en famille. Le mois de Ramadan, madame est souvent fatiguée, elle est seule. Les enfants jeunes sont tous fatigués, donc dès que je rentre à 17h ou 16h, je me mets directement à la tâche avec elle. Je prends l'eau, à la pompe j'envoie, je l'aide à faire rentrer les préparations et je range très bien la table avant le déjeuner, avant qu'on soit à table le soir. Donc dès que je rentre, ça je cherche à la libérer de beaucoup de choses. Durant le Ramadan, tout le monde est soumis à un régime exceptionnel. Les femmes mènent une journée de double travail. Bintou Nimaga, dans sa tenue de ménagère, s'investit dans les tâches avec dévotion. De la vaisselle à la mise en place de la table, en passant par la cuisine, en bonne épouse, Nimaga accomplit toute seule toutes les tâches. Les après-midi, Madame Bangoura commence une course contre la montre, derrière sa cuisinière. Le menu du soir doit être prêt et approuvé par le chef de famille. Comme le premier jour du mois de Ramadan, et ça continue, c'est les mêmes routines. Et c'est le matin, le marché, après le marché, c'est la cuisine, le soir, c'est la fatigue et puis c'est le lit. Toute la journée, je ne faisais que préparer, quitter d'une marmite à une autre marmite. Pendant la même période exceptionnelle, l'agenda des activités de M. Bangoura n'est pas bouleversé. Il se concentre sur sa tâche habituelle d'enlever la dépense quotidienne. J'avais le moyen qui me permet de tout, mon budget me permet de rester à la maison. Je devais rester à la maison et continuer à préparer tous les soirs avec ma femme. Mais vous le savez que c'est l'homme qui va à la recherche de quotidienne, quoi. Donc c'est pour cela que je prépare rester à la maison. Et sinon, sans quoi, j'avais sollicité et resté auprès de ma femme tout le mois de carême, jusqu'à enfin qu'on partage des bonnes sauces. Unis pour le meilleur et le pire, hommes et femmes se prêtent assistance en tout lieu et moment pour un meilleur équilibre du couple. Durant ce mois de pénitence et d'entraide mutuelle, apporter un coup de main au foyer dans le cadre du partage de tâches est apprécié par ce théologien. Allah dit dans le Saint-Coran, un musulman doit faire l'effort de plus de ce qu'il a l'habitude de faire, en plus de la dépense. La dépense, ça c'est une obligation en islam. Avoir partagé sa souffrance dans le mois de Ramadan, je pense que c'est nécessaire. Et c'est mieux récompensé par rapport aux autres mois. J'invite tous les autres hommes à vraiment à faire comme moi, hein, parce que madame, il faut être cool avec madame. Ça c'est le Coran même dit que madame est une femme a besoin d'aide. Traditionnellement en Guinée, les charges pécuniaires de la famille sont assurées par l'époux et les activités ménagères par les femmes. Même en période de haute spiritualité, les lignes ne sont flexibles dans la plupart des ménages. Un conservatisme séculaire que les récentes lois sur la parité pourraient perturber pour le plus grand bien des familles. C'est un exemple à suivre. Pendant le mois de Ramadan, certaines entreprises privées et publiques de la place soulagent les employés en réduisant les heures de travail. Les employés bénéficient également de l'assistance en denrées alimentaires, un sens de solidarité qui a intéressé notre équipe de reportage. Marianne Camara, Maurice Dibi. C'est habituel. Dans la plupart des services, les heures de travail sont réduites. Au niveau du secteur public, aucune note n'officialise ce comportement du personnel. Mais dans le privé et surtout les banques, c'est une réalité formelle. À la Bissigui, par exemple,
où les quais sont en majorité tenus par les femmes, le temps de travail diminue d'1h30, une norme dans les autres établissements. Avant, on travaillait de 8h45 à 16h30. On travaille du lundi au jeudi de 8h45 à 14h15. Le vendredi, samedi, on travaille 9h15 à 12h30. Ça nous permet d'aller au marché, aller préparer tôt avant la rupture. On renonce à beaucoup d'argent, je ne dirais pas des millions, voire même des milliards, parce que chaque minute, vous savez, la banque, le travail de la banque, c'est de vendre le temps. Nous vendons le temps. C'est-à-dire qu'on donne un crédit, on anticipe sur le revenu futur du client. Voilà, comme il ne peut pas constituer cette épargne aujourd'hui, on lui permet d'avoir cette épargne aujourd'hui pour pouvoir réaliser ses projets. Dans d'autres services, les horaires sont certes réaménagés, mais pas seulement en faveur des femmes. Tout le monde est soumis au même principe, y compris ceux qui occupent des postes de responsabilité. Cette question m'a été posée juste avant le début du Ramadan. On aura toujours cette idée de la femme qui doit entrer beaucoup plus tôt pour aller préparer pour son mari. Et on a beaucoup de femmes qui ont des postes de responsabilité chez Total. Et quand vous prenez les postes de responsabilité dans beaucoup de directions, les femmes sont majoritaires. Donc si on se met à aménager des horaires de travail en faisant beaucoup moins travailler les femmes, entre guillemets, à ce moment on aura beaucoup de postes qui ne seront pas pourvus et donc des processus clés de l'entreprise qui ne seront plus encadrés. Dans le cas du mois de Ramadan, les femmes pourraient considérer cela comme quelque chose de plus favorable, mais nous, chez Orange, nous avons opté à ce que tous puissent être traités de la même manière, indépendamment du sexe. Maintenant, voilà, il peut y avoir des tolérances qu'on peut avoir pour des personnels spécifiques qui peuvent le demander. Au-delà du réaménagement et de la réduction du temps de travail, la solidarité en milieu professionnel pendant le Ramadan se manifeste également par des distributions de kits alimentaires. Un geste symbolique qui peut produire un effet productif. Il faut donc soulager le collaborateur pendant ce mois sain. C'est en ce mois qu'on cherche des bénédictions et les denrées que nous distribuons peuvent permettre aux collaborateurs de venir au secours des parents. Ces denrées-là quand même sont importantes dans le panier, dans les dépenses ménagères. Nous recevons des cadeaux, des denrées alimentaires à tous les niveaux. Mais rassurez-vous, c'est quelque chose qui est bien apprécié au sein du personnel. C'est une période qui est très très dure pour l'organisme. Pendant ce mois de Ramadan, de 13h à 15h, sur l'ensemble du territoire guinéen, vous ne verrez aucun camion citerne circuler. Mais tout ça, c'est parce que nous mettons en valeur cette éthique et, si vous voulez, cette responsabilité. Nous mettons la dimension humaine au-dessus de tout. Le Ramadan est le mois de bienfaisance par excellence. Une période de pénitence pour plus de grâce. Son observation ne doit pas troubler le rythme normal de production au travail. Mais vu son caractère spécifique, les services et les administrateurs trouvent un équilibre harmonieux entre haute spiritualité et haut rendement professionnel. Voilà, c'est la fin de cette édition. À tous, merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une nuit paisible en ce mois saint de Ramadan. À demain.